Et donc bienvenue sur Veille et Maracas, la première vidéo enfin. J'ai mis pas mal de temps avant de trouver le bon format, comme je voulais. Puis voilà, je suis toujours en vadrouille, droite à gauche, pas vraiment de chez moi, rien. Donc du coup, voilà, toujours un peu dur de se poser pour pouvoir le faire. Mais ça y est, je commence à pouvoir me poser un petit peu. Donc voilà, trêve de bavardage, parce que j'ai déjà tourné cette vidéo. La vidéo elle a duré 40 minutes, donc je vais essayer. Le but est de tout faire ça en moins de 10 minutes. Donc je vais vous présenter deux articles que je trouve très intéressants et ultra nécessaires en fait, notamment un qui est le premier, qui est un article qui traite en fait, donc je vous mets le lien ici, ça sera aussi dans la description, en fait qui traite des 9 points pour bien commencer en motion design lorsqu'on veut l'intégrer dans nos interfaces, en fait, nos interfaces web, d'applications, etc. Transition, tout ça. En fait, dans cet article, que je vous souhaite, enfin que je vous conseille en tout cas d'aller regarder, je vais très vite le résumer en relevant pour moi ce qui est les éléments les plus importants. C'est le premier point, qui est l'observation. Et ça, ce n'est pas seulement attrait, si vous voulez, au motion design. Pour moi, il est très important d'observer tout ce qui se passe, à la fois le monde qui nous entoure, surtout dans le motion design, parce que le motion se rapproche beaucoup de ce qui se passe vraiment dans la réalité. Si tu veux faire une bonne animation, bah, si tu fais tomber une balle, la balle n'a pas la même vitesse au début qu'à l'arrivée. Quand elle va toucher le sol ou la surface sur laquelle elle va rebondir, il va y avoir une légère déformation, enfin bref. Du coup, il est très important d'observer comment ça se passe autour. De la même manière, lorsque vous observez un site ou quoi que ce soit, lorsque vous faites votre veille, n'hésitez pas à vraiment regarder comment ça marche, rétrécir les fenêtres, cliquer beaucoup trop vite sur des endroits, et surtout pas seulement se contenter de dire ah c'est beau, mais comprendre qu'est-ce qui fait que ça marche, pourquoi ce bouton est à tel endroit, combien de temps dure cette animation, quelles sont les déformations, les débuts, la fin, etc. Parce que rien, a priori rien n'a été choisi au hasard. Voilà. Et donc du coup, il y a donc, je vous laisserai lire l'article parce qu'il traite des choses très intéressantes, les différents types d'animation, l'utilisation logique de l'espace. Moi je reviens sur ce que j'ai trouvé le plus important dessus, c'est aussi l'importance que rien n'est gratuit. C'est que si vous faites une animation pour que ce soit beau, non, que ce soit moderne, non, ça n'a pas de sens. J'ai un client qui m'a demandé l'autre jour, ouais, je voudrais une animation, une flèche qui fait ici pour que ça soit moderne. Non, bah, c'est pas ça en fait, c'est pas juste une animation qui fait que ça sera moderne ou pas. Donc voilà. Donc il faut que ça ait un sens, il faut que ça ait un sens que ce soit une transition, une micro-interaction ou quoi que ce soit. Il faut que ça soit logique, il faut que c'est un but soit d'optimisation ergonomique, de l'expérience, que ça ajoute à l'immersion de l'utilisateur dans ton interface, dans ton environnement, que ça, voilà, il faut que ça ait un sens, il ne faut pas que ce soit complètement gratuit, et surtout il faut que ça soit bien timé, si vous voulez. Il ne faut pas qu'une animation soit trop longue. De la même manière qu'une animation peut être géniale à utiliser en loader, parce que on est toujours frustré de devoir attendre, surtout maintenant qu'on consomme le web comme ça. Si quelque chose ne nous plaît pas, on va aller chercher la réponse ailleurs. Si ça met trop de temps à charger, on se casse. Voilà, moi je me rappelle d'une époque où pour avoir un CD, pour télécharger un CD, c'était pas bien, mais voilà, on se mettait à 3 potes avec nos 56 KO, et puis chacun téléchargeait les chansons. Au bout de 2 semaines, on venait sur les PC, l'un d'entre nous aller remonter tout le CD avec nos disquettes. Voilà, là maintenant, nous, sur notre Spotify, on a une bibliothèque musicale. Voilà. Donc, il ne faut pas faire attendre votre utilisateur. C'est pour ça qu'à la limite, une bonne animation pour un loader, c'est bien. Et ça a toujours été fait, ça a toujours été utilisé depuis les sites en flash. Quoi qu'il en soit, voilà. L'autre élément, et sur lequel je vais en finir par 2 autres très rapidement pour éviter que ça dure trop longtemps, parce que le but n'est pas de... le but étant quand même d'apporter un peu ma vision ou ce que j'en ai compris de l'article, mais quand même que vous puissiez aller le lire. C'est qu'il y a un truc qui est fondamental, c'est de connaître ces principes d'animation. Donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, des histoires de lissage de vitesse, de déformation. En gros, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là. Donc je vous mets le lien ici et dans la description, où ils sont une vidéo sur les 12 principes d'animation. Donc voilà, les principes, le principe d'anticipation, principe de vitesse, le principe de tout ça, et qui du coup vont faire que votre animation va marcher, va fonctionner. Par exemple ici, ça marche mieux que si c'était...
Voilà, donc du coup, ne pas, voilà, allez regarder ça, observer comment que ça se fait, il faut connaître son principe d'animation, bien réfléchir au moment où on s'en sert, et ensuite, un autre élément, c'est quel outil utiliser. Il y en a plein, en fait, des outils de Marvel à InVision, à Flinto, à Kit ou à... Ah, moi j'attends avec impatience l'arrivée de Timeline, voilà, et l'arrivée de Studio by InVision pour voir ce que ça fait. Et en tout cas, tout ce que ça va nous permettre de faire. Moi, ce que j'utilise, et ce que je vous conseille en tout cas pour l'instant d'utiliser, c'est After Effects. D'accord ? C'est un gros pavé à apprendre, c'est pas facile à maîtriser du premier coup, ça demande un temps d'adaptation. Ouais, mais avec After Effects, vous pouvez tout faire. Dans une certaine mesure, vous pouvez quasiment tout faire. C'est-à-dire de la micro-interaction à l'animation beaucoup plus poussée. Et donc, voilà, ne pas hésiter à voir ça. Après, néanmoins, c'est toujours bien de connaître un autre logiciel qui va vous permettre de faire des micro-tâches beaucoup plus rapidement. Par exemple, j'ai qu'un effet de parallaxe. Avec After Effects, je vais mettre un quart d'heure à le faire, alors que finalement, avec un Flinto, en 5 minutes, c'est fait. Voilà. Après, c'est pas le meilleur non plus. Voilà. En tout cas, pour prototyper, pareil, on va pas prototyper avec After Effects, c'est pas possible, parce qu'After Effects va juste nous permettre de sortir une vidéo. Et voilà, allons sur InVision, voilà. Décidément, ça n'arrête pas. Donc du coup, je disais, j'ai rajouté un 10e point qui est l'accessibilité, parce que l'accessibilité, comme l'UX en son temps, le mot UX était devenu à la mode, pas dans le sens négatif, au contraire, dans le sens où c'est très bien. Et l'accessibilité, c'est un des maîtres mots que j'entends depuis des semaines. Je pense qu'on fera un focus dessus. J'ai lu pas mal de choses, j'ai encore besoin de les digérer un petit peu pour bien les appréhender et bien les expliquer. Mais du coup, en termes d'accessibilité, que ce soit possible que votre animation puisse être coupée. Parce que en termes d'accessibilité, il faut que ça puisse ne pas déranger des problèmes ayant un handicap, que ce soit visuel, physique ou cognitif. Donc du coup, la possibilité de couper votre animation, tout simplement. Deuxième article, c'est Tout le monde a peur de parler en public d'Olivier Martineau, que j'ai trouvé sur ce lien-là, donc sur le site 9 vies de chat. Il est très intéressant parce qu'il parle de lorsqu'on prépare une talk ou une conférence, ou le fait d'avoir peur de parler en public, tout simplement. Et il parle de son expérience au Blend OMX, que j'ai eu aussi l'occasion de faire, et justement c'est aussi pour ça que ça me touche. Juste un élément qu'il n'aborde pas au début, c'est ne pas avoir peur de faire la proposition. Voilà, il en parle un petit peu après sous la partie du syndrome de l'imposteur, mais n'ayez pas peur de faire des propositions en fait. Si c'est pris, c'est très bien, si c'est pas pris, c'est pas grave. Si en plus vous avez un retour qui vous explique pourquoi c'est pas pris, c'est génial. Après, bon, ils ont beaucoup de choses, là les organisateurs ont beaucoup de propositions, ils n'ont pas le temps de faire un retour au cas par cas. Donc voilà, n'hésitez pas, après tout. Justement, il parle de cette peur parce qu'on a peur du syndrome de l'imposteur, de se dire mais qui suis-je pour pouvoir dire quelque chose. Si vous parlez d'un sujet qui vous passionne, vous avez une légitimité de le dire quelque part. Voilà, vous pouvez avoir à partir du moment où vous approfondissez le sujet, où il vous intéresse, vous avez des retours à faire, un partage d'expérience, où vous allez bosser votre sujet, vous êtes légitime. Et quand je me suis retrouvé pour faire ma conférence, j'étais devant mes pairs, quoi. Je veux dire que d'habitude je donne des formations dans des étudiants, donc généralement ça va, je sais que j'ai le savoir à leur communiquer, qu'a priori ce que j'ai à leur dire ils ne le savent pas forcément. Là c'est différent, c'est-à-dire que je me suis retrouvé face à des gens dont j'ai acheté les bouquins, que je suis depuis longtemps, qui m'ont un peu appris le métier aussi, donc voilà, c'était bizarre, mais c'était génial. Et du coup, le conseil qu'il dit, c'est de préparer bien à l'avance. Voilà. Préparez pas à la dernière minute, certains sont mieux dans le rush. Vous avouez que je le fais de temps en temps, préparer des trucs dans le rush, mais je me sens jamais plus à l'aise que lorsque c'est bien préparé en amont, que j'ai eu le temps de poser toutes mes idées sur un bout de papier, laisser décanter ça pendant je sais pas combien de temps, 2, 3, 4 semaines. Ensuite, de bien faire un storytelling avec un début, une fin, raconter des expériences, permettre de raccrocher. C'est une conversation, il faut être humain. Il faut pouvoir avoir le début, la fin et amener votre utilisateur, l'audience petit à petit à ne jamais décrocher. Et quand ça décroche un peu, parce que c'est normal, il y a un moment où on décroche, on ramène une petite blague, on balance un slide un peu fun, voilà. Petit conseil perso, moi ce que j'adore faire, c'est donner une définition du sujet que j'aborde dans un premier temps, une définition très simple du sujet, voire un peu galvaudée, et petit à petit de décortiquer tout ça pour en fait arriver avec la vraie définition technique. Si je donne la définition technique dès le début, boum, je perds directement l'audience. Tandis que si je leur donne une version simple,
Et après, petit à petit, j'apporte des clés de compréhension. Et ben, quand arrivera la version définitive de la définition, ça marchera tout seul. Voilà, petit conseil d'Hypercodeur, vous en faites ce que vous voulez. Juste un truc où je suis pas trop d'accord avec lui, c'est lorsqu'il dit qu'il n'y a pas forcément besoin de support visuel. Dans l'absolu, mieux vaut pas en avoir que d'avoir un PowerPoint avec des clipart et quelque chose de pas très joli. Néanmoins, même si c'est qu'un seul slide ou deux, c'est super important un support visuel. Ne serait-ce que pour avoir le titre de la conf, la date, le lieu, votre nom, parce que ça, vous allez choisir une couleur, vous allez choisir des typos, et ça donne l'ambiance en fait. Ça va donner l'ambiance de base pour votre conférence. Voilà. Et le dernier point sur lequel il intervient, c'est le fait d'avoir l'humour, de pouvoir rigoler de soi, de sourire, parce que même avant le début de la conférence, que ce soit pas forcé, parce que les gens forcément ils se font un premier avis de vous. De toute façon, quand vous êtes stressé, ça se voit. Et du coup, il faut éviter de passer pour quelqu'un qui a l'air prétentieux, un peu enfermé ou quoi que ce soit. Donc souriez, blaguez sur vous. De toute façon, on est là pour faire des erreurs, etc. Et ne lisez pas vos slides. Les slides derrière, c'est un accompagnement. C'est pas du tout ta conférence. Quand je vois une intervention où quelqu'un me lit mais ces slides. Non, c'est bon, je sais lire. Au pire, dans ce cas-là, je le télécharge et puis je la lirai chez moi. Voilà. Donc non, lisez pas vos slides, c'est que ça un accompagnement et qu'en plus ça vous serve à illustrer votre propos et pas l'inverse. Donc voilà, je crois qu'on a fini avec ces deux articles. Comme j'ai toujours envie de faire partager un petit truc en plus, moi j'adore la musique, j'adore lire, je vous partagerai en fin de vidéo, peut-être, ou des fois, pas tout le temps, je sais pas, on verra comment ça fera, mais un petit quelque chose que j'aime bien, et là c'est Zell and Hardor, donc du coup c'est un one-man band d'un Suisse américain qui s'appelle Manuel Cagneux, et qui du coup, à partir d'une blague sur 4chan, à mélanger la musique blues, la musique spirituelle africaine et le black metal. Voilà. Je vous mets les liens, pareil, tout est dans la description. Je trouve ça génial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu pour une première. Voilà, je vais moins me prendre la tête en termes de scénario ou quoi que ce soit parce que j'ai pas le temps de faire ça et que le but c'est que c'est de la veille, il faut que ça soit rapide. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours ici, à mettre un petit pouce, vous abonner à la chaîne, blabla, tout le classique que vous avez l'habitude de voir. En tout cas, à bientôt, ciao.